OK, parfait. Nous sommes maintenant à 10 heures et nous allons donc commencer. J'invite Michel de Corville, Nicole, membre du conseil d'administration de Compassion Ottawa, à prononcer des mots de bienvenue. Oh, on n'entend pas Michel. Bon, je m'excuse, je pensais que j'avais bien pesé sur le mute. Donc, bonjour et bienvenue à Conversation avec des leaders et à notre première conversation en français où nous avons le plaisir d'accueillir une conférencière émérite, Joanne de Montigny. Mon nom est Michel de Courville-Nicole et je suis bénévole dans le domaine de la santé depuis de nombreuses années, surtout au niveau de la gouvernance, entre autres avec l'hôpital Montfort et avec Montfort Renaissance. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet de ce matin en vous parlant un peu de Compassion Ottawa. Se préparer à la mort, le destin final de nous tous, les humains, et la responsabilité de tout un chacun. La mort, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Compassion Ottawa vise un changement social, changer la culture de la mort, un sujet qui est devenu quasi tabou dans notre société. Il faut apprendre à en parler. Les communautés compatissantes aident leurs voisins, leurs amis et leurs familles avec la prestation de soins, le vieillissement, la mort et le deuil. La vision de Compassion Ottawa est d'appuyer et d'habiliter les individus, les familles et les communautés à jouer un rôle beaucoup plus actif pour aider les personnes en fin de vie. Notre mission est d'augmenter la confiance des citoyens d'Ottawa dans leur capacité de s'aider et d'aider leur famille et leur communauté à bien vivre et à bien mourir. Notre modèle communautaire fonctionne de concert avec le système de santé et ses activités relèvent de ses bénévoles, surtout des aînés. Nous offrons des ateliers sur différents sujets de vie, de fin de vie, comme la planification préalable des soins et le deuil, afin de normaliser les conversations qui encouragent les gens à penser à leurs valeurs, à leurs souhaits de fin de vie et à leurs croyances de fin de vie. J'ai été recrutée à Compassion Ottawa par Jean-Pierre Soublière, qui va vous présenter notre conférencière dans quelques minutes. Quelqu'un m'a demandé récemment ce qui m'a motivée à accepter de devenir bénévole avec cet organisme. 2 raisons. Sa mission et sa vision, qui touchaient une corde sensible chez moi, et la possibilité de contribuer à sa francisation afin d'être en mesure d'offrir des ateliers et des activités dans les 2 langues officielles à Compassion Ottawa. Quelques mots au sujet de Jean-Pierre Soublière, membre du conseil d'administration de Compassion Ottawa. Jean-Pierre est bénévole à Compassion Ottawa depuis 4 ans. Il est responsable, entre autres, du comité des services en français et chargé de la transition de l'organisation vers l'offre de services en français. Jean-Pierre a été en affaires pendant de nombreuses années, pendant lesquelles il a notamment exercé les fonctions de président de System House Canada et de System House International. Plusieurs honneurs lui ont été accordés au fil des années, dont l'Ordre d'Ottawa pour le développement économique en 2004 et en 1996, le prix d'excellence du regroupement des gens d'affaires et le prix du président pour Centraide. Jean-Pierre a été membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés dans les secteurs privés, publics et sans but lucratif, dont Centraide Canada, l'hôpital d'Ottawa et l'hospice du Maycourt, qui, à la suite de sa fusion avec Friends of Hospice Ottawa, est devenue la maison de soins palliatifs d'Ottawa. Jean-Pierre va nous présenter notre invité, que nous sommes très heureux d'accueillir pour notre première conversation qui se déroule en français. Jean-Pierre, à toi la parole. Bonjour, merci Michel. Pour ceux qui ne le savent pas, Michel a contribué énormément à la survie de l'hôpital Montfort en 1997 et c'est une héroïne pour moi.
Donc, avec Michel et Joanne de Montigny, nous sommes en présence de deux femmes que je ne peux exprimer à quel point je les admire. Alors, je ne vois pas Joanne, s'il vous plaît, l'image de Joanne. Voilà. Alors, c'est un immense privilège pour moi de vous présenter notre invitée ce matin, Joanne de Montigny, qui a eu une longue carrière de psychologie clinicienne. Elle a travaillé en soins palliatifs et en suivi de deuil au Centre universitaire de santé McGill pendant une trentaine d'années. Madame de Montigny a aussi enseigné pendant une quinzaine d'années à l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'à l'Université de Montréal, sur les phénomènes relationnels entourant la mort et le deuil. Conférencière sur les thèmes de la maladie, la survie, la mort, le deuil, le suicide, les rituels funéraires et la souffrance. Joanne de Montigny est l'autrice de 4 ouvrages. Son plus récent livre, Ce vif de la vie qui jamais ne meurt, est un échange épistolaire avec le pédiatre sherbrookeois Claude Cyr sur l'influence des soins palliatifs dans la vie personnelle et professionnelle des soignants. Elle a publié son premier livre, Le crash et le défi, Survivre, en 1985, à la suite de l'écrasement d'un avion survenu à Québec en 1979 et auquel elle a survécu. Madame de Montigny a voulu par la suite transformer l'épreuve en un désir de soutenir d'autres personnes confrontées à la mort ou à des deuils multiples. J'ai lu ce magnifique livre dernièrement. J'en conclus que notre invité est une personne de grand courage, de détermination et de compassion, mais surtout d'une grande humanité, vu son parcours de vie. Je remercie de tout mon cœur Joanne de Montigny d'avoir accepté de nous accorder de son temps ce matin. Alors, Joanne, si le temps nous permet, pendant notre conversation, j'aimerais explorer essentiellement 2 sujets avec une nuance, en fait, le deuil, les soins palliatifs, et comment pouvons-nous faire comme communauté et comme individu pour aider notre communauté. Alors, Joanne, bienvenue à Compassion Ottawa. Eh bien, un grand merci à vous autres de m'inviter. Compassion Ottawa, c'est tellement un beau mot, le mot compassion, mais si cher. De vous savoir là avec moi ce matin, tout le monde qui est parmi l'auditoire aussi, je vous salue. Et bien sûr, je lève mon chapeau en cette semaine des bénévoles, je crois, pour vraiment les remercier parce que j'ai eu l'occasion d'en côtoyer plusieurs, d'en former plusieurs et de les voir à l'œuvre. Alors, j'ai une haute estime pour les bénévoles dans nos équipes de soins et dans la communauté. Bien, merci. Du fond du cœur, je le répète. Je lisais dans l'actualité du 14 avril, il était écrit de janvier à la mi-décembre 2020, il y a eu un excès de 5% qui sont morts par rapport à ce qui était attendu. Et pour chaque décès, il est estimé qu'il y a entre 5 et 9 personnes en deuil. Alors, s'il vous plaît, pourriez-vous nous donner la réponse? Le deuil est-il plus ou moins difficile à traverser en temps de COVID? Pourquoi et dans quelles circonstances? Je dirais que pour une bonne majorité de personnes, particulièrement pour ceux et celles dans une famille qui souhaitaient accompagner un proche très malade en fin de vie, atteint d'une maladie terminale et ou de la COVID impardonnable sur le plan de la survie. Alors, à ce moment-là, pour ces personnes, de ne pas pouvoir être en présence de l'être qu'on aime, c'est très dur parce que vous savez, la fin de vie, au fond, ce sont des salutations ultimes, un au revoir, une façon d'accueillir l'autre avant son départ. On l'a accueilli dans son arrivée pour la vie et on aimerait bien l'accompagner vers le départ de cette vie. Quand ce n'a pas été possible en présentiel, vous l'avez vu tout le monde, les gens ont dû être inventifs et faire autrement. Ça, c'est pour les personnes, si vous voulez, qui en ont beaucoup arraché de ne pas pouvoir être en présence auprès de l'être aimé avant de mourir. Certaines personnes m'ont confié être restées dans le stationnement pour y dormir, pour guetter les seules secondes où le grand malade pourrait peut-être
être près de la fenêtre ou bien être sur le téléphone et envoyer la main pour comprendre que le proche est à proximité malgré la distance à l'extérieur de la bâtisse. Il a fallu que les gens soient très inventifs et je crois que beaucoup ont pu le faire. Pour d'autres, hein, dans cet accompagnement qui n'a pas pu avoir lieu, ils ont infiniment apprécié l'apport et des bénévoles et du personnel soignant qui ont eu recours au iPad et à tous les instruments possibles pour mettre en lien le grand malade avec sa famille. Vous savez, entendre les mots dans l'oreille par téléphone, si on n'est pas capable de voir l'être aimé, juste d'entendre « je suis avec toi ». Je suis au loin, mais pas si loin. Je pense à toi, je te tiens la main, même si tu ne le perçois pas. Donc, des mots, si vous voulez, avec lesquels on peut partir. Et ça, les soignants et les bénévoles se sont vite tournés de bord pour venir à bout de mettre en lien les personnes à distance. Alors, il y a eu un travail magnifique qui s'est fait dans la détresse, dans la surcharge, dans des formes de désespoir. Et pour d'autres, quand on arrive au deuil, ça a été une période infiniment difficile à cause de l'impossibilité de célébrer des funérailles comme d'habitude. Et pour certaines personnes, ça a été la pandémie, une façon d'être en lien avec le monde. Les personnes en deuil vivent une expérience hors de ce monde. C'est un peu comme si la vie était fracturée. Et de voir que la ville est en pause, de voir que d'autres sont à la maison, de voir qu'il y a beaucoup de silence autour d'eux, pour certaines personnes, cela pouvait être un sentiment de réunion avec la communauté. La communauté qui a aussi des petits deuils et des grandes pertes dans un temps de pandémie, c'était comme, ça y est, je ne suis pas toute seule. La communauté est avec moi dans un silence et dans un isolement forcé. Vous savez, comme individu, vous avez parlé des bénévoles, et nous sommes relativement tous chez nous, hein, en fait. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire comme individu pour aider ceux qui sont en deuil aujourd'hui? Auriez-vous des recommandations à ce niveau-là? Vous savez, quand j'ai eu la chance d'être psychologue en soins palliatifs à McGill, je trouvais ça extraordinaire d'avoir, grâce à l'aide d'un psychiatre qui n'est plus présent aujourd'hui, malheureusement, mais avec lui, on a mis sur pied un service de suivi de deuil par téléphone. Si vous saviez, puis c'était pas en temps de pandémie, mais c'était pour rejoindre le plus de monde possible, le plus d'aînés possible. Et je n'y croyais pas beaucoup au début. Je me disais que aider quelqu'un par téléphone, est-ce vraiment possible? Et j'ai compris que oui. J'ai vraiment compris que le coup de téléphone, pour certaines personnes qui nous ont dit être la seule intervention de la semaine, avec un bénévole qui appelle pour savoir comment ça va. On ne doit pas minimiser la force, la puissance d'un tel geste. Il y en a qui me disaient attendre fébrilement depuis 9 heures pour un téléphone à 11 heures, tel que prévu avec un bénévole. Alors ça, déjà, il faut le savoir. Je vais vous raconter aussi ce que d'autres ont peut-être vu à la télé, mais ici au Québec, on a vu une personne, une maman, un dimanche, dire à son petit garçon, je vais écrire des cartes pour des étrangers, mais qui me sont précieux. Je vais écrire des petits textes et toi, tu vas faire des dessins. Et à la fin de la journée, on va prendre 5 minutes
pour aller porter notre corbeille de cartes dans une maison de soins palliatifs et dans une maison pour aînés. On nous a montré un petit garçon tellement heureux, à 8 ou 9 ans, d'aller porter ses chefs-d'œuvre et la maman qui le tient par la main et qui se tiennent à distance devant la porte et qu'un soignant ou une bénévole vient chercher la corbeille remplie de cartes de souhaits pour les malades qu'ils ne connaissent pas. Puis, on peut imaginer comment, jusqu'à quel point de lire la carte d'une maman avec l'œuvre de son enfant pour dire « Nous sommes avec vous, nous pleurons avec vous, nous pensons à vous », c'est quelque chose. Je crois que dans la communauté, à chaque fois, bien sûr que ce sera possible, hein, d'offrir un temps avec une musique. Par exemple, si un bénévole a le talent de jouer le piano, de jouer du piano, de lire un poème, de lire un extrait, l'extrait d'un livre qui a été extrêmement percutant. Vous savez, ce partage, quand on peut appeler une personne, si la personne n'est pas équipée avec l'écran interposé, eh bien, on peut lui dire « Je vous appelle et je vous lis ce matin un poème ». C'est extraordinaire d'écouter quelqu'un qui nous lit quelque chose de touchant. Vous savez, ça donne du carburant, ça donne des ailes et on peut vraiment se sentir beaucoup moins seul ou isolé. Les artistes, il y en a beaucoup qui ont fait du bénévolat, me semblent des personnes tellement précieuses dans une société, dans une communauté. On a vu tout ce que les artistes, les bénévoles ont pu mettre de l'avant pour aller peut-être à la rencontre dans les cours arrière des institutions pour chanter, les faire danser. On a vu aussi comment il y a eu, si vous voulez, des émissions à la télé qui nous ont fait grand bien, qui nous ont montré la personne âgée de 100 ans, qui est capable de passer à travers cette difficile période en nous rappelant qu'elle a connu la guerre, qu'elle a connu autre chose. Et souvent, les bénévoles sont dans la chambre avec cette personne pour l'aider à nous communiquer ses souvenirs. Quand un bénévole s'intéresse à l'histoire de cette femme et de sa famille en lui demandant « Vous n'auriez pas des photos à me montrer par hasard ou à m'expliquer un peu vos plus grands souvenirs. » Mais c'est extraordinaire. Nous sommes toujours en lien à ce moment-là. J'aimerais rappeler à l'auditoire, présentement à l'écoute, ce fameux film que je pense s'appelait... comment le titre, vous savez, c'était au soir, la veille de Noël, puis FedEx allait porter des paquets de Noël pour les gens, puis le petit avion, il s'est écrasé. Et le survivant de FedEx était sur une île seul, et finalement, il a trouvé un ballon dans un des paquets qui était à l'origine destiné à un enfant, un paquet qu'un grand-parent envoyait, je crois. Et il a pris ce ballon, il a sorti son crayon dans sa poche, il a fait 2 yeux, un nez et des lèvres, une bouche. Il s'est mis à parler au ballon. J'aimerais que les auditeurs et auditrices prennent conscience de l'importance du contact humain. Et quand on est seul, on l'invente, ce contact-là. Et il s'est mis à parler au ballon. Et moi, j'ai été tellement émue, c'est la seule partie du film dont je me rappelle. Je ne me rappelle pas de l'écrasement ou de rien. Je me rappelle du moment inventif, créatif, où la personne se met en lien, même avec un objet. Il lui raconte un peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Il n'est pas seul parce qu'il parle. Il parle tout haut. Il s'imagine un visage.
Maintenant, nous sommes en pandémie. Les visages sont couverts. On essaie de sourire avec nos yeux. Et quand on est devant l'écran, ce que j'aime, moi, de faire mes consultations désormais par écran, c'est que je vois le visage des personnes. Un visage, ce n'est pas rien. Quand on est tout petit bébé, ce qui compte, c'est de repérer le visage de la figure parentale. Hein? La figure de maman, la figure de papa. Et quand le bébé repère la figure de l'aîné, il se sent en sécurité. En temps de pandémie, nous régressons. Nous avons besoin et nous cherchons une figure qui nous donne un repère. On l'a beaucoup moins avec les masques, mais on l'a par écran. C'est peut-être un bienfait de la technologie. Et aussi, présentement, je me sens en proximité avec vous, Jean-Pierre. Oui. Et nous sommes à distance. Oui. Nous avons nos visages à découvert et nous sommes de tout cœur ensemble, par écran. Je crois qu'il faut réinventer cette présence en attendant de se serrer pour de vrai dans les bras ou de se donner la main. Je vous ai demandé une question, en fait, et puis je suis enchanté du fait que ça va être répété sur YouTube parce que je vais le réécouter et prendre des notes avec toutes les recommandations que vous avez faites comme communauté, comme individu. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Je viens de voir qu'une auditrice ou un auditeur pleinement à l'écoute nous a donné le titre du film. Est-ce que vous l'avez vu, Tom Hanks? Castaway. Castaway. Oui, puis en français? Le jour, elle vient de nous le donner. Pas le plus beau jour du monde. En tout cas, vous allez la voir. Il faudra donner la référence parce que c'est un moment tellement fort, tellement fort. Oui, écoutez, j'aimerais qu'on ait 5 heures ce matin, mais malheureusement. Alors, j'aimerais vous demander... Seul au monde, seul au monde. Seul au monde, hein? Bon, pardonnez-moi. Merci. Voilà. Merci à l'auditrice. Merci. J'aimerais vous demander en quoi consistent les soins palliatifs et quand on nous parle continuum des soins palliatifs. Hein, moi-même, j'ai vécu le problème de pauvreté de soins palliatifs au Canada avec mon père il y a plusieurs années, mais c'est compliqué cette histoire-là. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est ça? Ah. Oui, je pense que de plus en plus, hein, ce qu'on a cherché à faire et malheureusement, j'ai quitté comme tel l'unité des soins palliatifs depuis 2015 pour ma retraite, ma semi-retraite des soins palliatifs et je continue toujours de travailler en privé, mais je reste en lien avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, plusieurs d'entre elles. Et ce que j'en comprends, et c'est bon, c'est qu'au début en oncologie, vous savez comment ça se passe quand on vient d'apprendre qu'on a un diagnostic sévère, et disons un diagnostic insécurisant et puis un pronostic sévère. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 choses à faire. Hein? Se préparer au pire et se préparer au meilleur. Nous avons toujours 2 options dans la vie, jusqu'à preuve du contraire. Alors, en oncologie, déjà, ça commence. On est là pour tout faire pour assurer une survie. Alors, c'est ça qui compte en oncologie. On se dit, ben, si les traitements peuvent et pouvaient fonctionner, hein, j'en serais vraiment gratifiée. Mais on a toujours, et c'est impossible de ne pas avoir ce doute, que peut-être ça ne fonctionnera pas. Alors, on donne davantage d'énergie à ce qui risque de fonctionner. Alors, jusqu'à preuve du contraire, la survie est à privilégier. Quand la survie n'est plus assurée, quand on se fait dire par la médecine, malheureusement, les traitements ne fonctionnent pas, c'est là où les soins palliatifs peuvent venir dans le tableau fort de la relation humaine. Et c'est pas de dire qu'il n'y a plus rien à faire, au contraire. C'est de dire, nous sommes là, hein, et nous allons vraiment assurer non plus
une quantité de vie comme on l'espérait, mais une qualité de vie inespérée. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un pont, il y a un trait d'union et des mains qui se joignent entre l'oncologie et les soins palliatifs. Et puis, j'ai connu l'hôpital de jour, comment c'est précieux quand une personne est à la maison et se rend dans un centre de jour pour rester bien vivant au sens de connecter avec les autres, au sens de rejoindre la communauté. De plus en plus, on a vu des maisons de soins palliatifs autant que des unités de soins palliatifs avec des, comment dire, des références dans un hôpital de jour, dans un centre de soins de jour, où on peut vraiment se tenir pleinement vivant. Et on se fait soigner, on fait déjà apaiser nos douleurs. Quand on arrive aux soins palliatifs, ah bien là, vous avez affaire à une personne passionnée. Parce que moi, pendant 30 ans, j'ai vu ce qu'il y avait de plus beau en médecine, parce que j'ai vu des médecins de cœur. J'ai vu ce qu'il y avait de plus beau en nursing, parce que j'ai vu des hommes et des femmes de cœur. J'ai vu ce qu'il y avait de plus élevé et élevant en bénévolat, parce qu'il y avait des hommes et des femmes capables de mettre à profit leurs talents individuels et collectifs. J'ai été éblouie de comprendre ce que c'était le plus haut point, comme disait Viktor Frankl, dans Le sens de la vie, la plus forte inspiration humaine, l'inspiration la plus élevée. Quand on voit ça dans une équipe, que chacun y met du sien, oh mon Dieu, on multiplie les forces. On envoie à ces personnalités, j'oserais le dire, des moments, pas du bonheur à plein temps, des moments de bonheur et surtout d'apaisement. On leur envoie cette proximité humaine où est-ce qu'on est capable d'être avec eux en silence, en sourire, en musique, en présence, avec un sentiment d'impuissance partagée et une petite jaquette bleue à l'intérieur de soi. Mais comment pouvons-nous aider les personnes et leurs familles à ne pas avoir peur du terme soins palliatifs et à en voir les nombreux avantages? Oui, je pense qu'avec le temps, vous savez, l'histoire des soins palliatifs, c'est que c'était uniquement en fin de vie. Et comme maintenant, on ne parle plus des soins palliatifs reliés exclusivement à la fin de vie, on en parle aussi plutôt, comment dire, avec un temps hors du temps qu'on doit honorer. Et c'est vraiment ces moments-là qu'il faut bien saisir, qui sont des moments précieux. Je voudrais juste revenir pour ne pas m'écarter de votre dernière question. Précisez-moi encore votre dernière question. Comment pouvons-nous aider les familles et les personnes à ne pas avoir peur du terme soins palliatifs? Oui. Bon, alors j'oserais vous dire que ça fait peur. Je ne suis pas sûre qu'on peut les aider à ne pas avoir peur, mais on peut les aider à faire face à la peur. Vous savez, c'est difficile d'enrayer la peur. C'est légitime d'avoir peur. Moi, j'ai travaillé 30 ans auprès des personnes en fin de vie. Si vous me demandez si j'ai peur de la mort, je vais vous dire oui, quand même. Je ne sais pas ce qui va arriver. J'en ai un peu peur. Je la trouve quand même cruelle parfois, puis aussi, elle ne nous donne pas beaucoup de chance des fois. Alors, je l'aime pas beaucoup, la mort, mais je sais qu'il y a un lieu à l'intérieur de moi où j'ai préparé quelque part ma capacité d'être seule, ma capacité de souffrir, ma capacité d'aimer jusqu'à la fin, ma capacité d'espérer
au-delà de la mort, ma capacité de croire en ceux qui restent, ma capacité de dire merci, ma gratitude pour tout ce que j'aurai compris de la vie, grâce aux mourants, grâce aux malades, parce que ce que je sais de la vie m'a été transmis par des personnes plus avancées que moi au niveau des connaissances, des expériences. Et j'ai tellement de mentors, de maîtres à bord, en commençant par les patients. C'est dans ce sens que peut-être c'est eux-mêmes qui m'apprennent à avoir un peu moins peur. Mais je ne me suis jamais sauvée devant la peur. Je me suis dit qu'on pouvait la braver ensemble. Et j'espère qu'il y aura quelqu'un près de moi au jour de ma mort, mais sinon, je travaille la capacité de mourir seule parce que j'ai appris quelque part, hein, c'est une figure de style presque, ce n'est pas scientifique, mais qu'il est possible de regrouper en nous par la pensée, le souvenir, la créativité et l'imaginaire, comme l'homme avec le ballon et le visage qu'il a créé sur ce ballon, je serais capable de recréer le visage des personnes que j'aime dans mon cœur avant de quitter le monde. Alors, je sais que cela existe et que c'est possible. L'idéal étant de se faire accompagner. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une fraction de personnes qui aiment mieux partir seules. Elles ne veulent pas se montrer dans cet état ou s'accrocher à la vie. Elles veulent décrocher de la vie et pour cela, parfois, étonnamment, elles préfèrent peut-être mourir en notre absence, mais être accompagnées jusqu'à la dernière heure. J'ai déjà eu, moi, des amis, en fait, deux cas dont l'épouse était fin de vie et je n'ai pas pu les convaincre, en fait, d'accepter les soins palliatifs. Et c'est ça qui m'a tracassé quand même parce que je n'ai pas les qualités ou les connaissances ou l'expérience que vous avez eues, mais je n'ai pas réussi à trouver les bons mots. Pour les convaincre des soins palliatifs? Oui, d'accepter de suivre les soins palliatifs. Hein, l'orientation, c'était de se faire soigner le plus possible et c'était que cette approche. Oui, oui, seulement cette approche. On le voit beaucoup, vous savez, oui. on le voit beaucoup. C'est un choix et nous sommes persuadés, dans un sens, que les soins palliatifs demeurent la bonne option. Mais je respecte, et vous aussi, je le sais, toutes ces personnes qui choisissent d'aller vers les traitements, même quand il y a un fragment de pourcentage de chances de survie. Ouais. Je me dis que ça a été leur façon de vivre la menace. Vous savez, aller en soins palliatifs, d'après moi, ça ne se travaille pas à la toute fin de la vie. C'est quelque chose qu'on prépare le long de la vie. Si on a eu l'occasion de perdre une maman, un papa, un frère, une sœur, un grand ami en soins palliatifs, on a découvert tout ce qu'on pouvait vivre en soins palliatifs avant de mourir. Alors, c'est une expérience. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience, ça demeure énigmatique et c'est un peu comme si on voyait ça dans le sens d'un mouroir. Je m'en vais mourir là-bas, ce qui n'est pas faux. Mais les gens sont étonnés de voir la vie, la vitalité qui existe quand même jusqu'au dernier souffle. Alors, je pense qu'on a comme ça un peu de chagrin que les personnes n'aient pas pu expérimenter ce qui pour nous a fonctionné ou nous apparaît la meilleure option. Mais je sais, j'ai presque vu des gens mourir debout, en traitement presque, parce qu'ils ne voulaient pas céder. Ils m'ont beaucoup appris aussi. Ils m'ont appris qu'est-ce que c'est que l'instinct de vie, qui ne veut pas aller dans un lit, qui veut rester debout, mourir vivant, mourir debout. J'ai vu une maman à quelques minutes de sa mort, assise dans son lit,
presque dans un effort incroyable pour se lever debout et dire à ses enfants, je l'ai entendu dire, « Je ne mourrai pas, je ne peux pas vous laisser, je ne vous laisserai pas. » C'était à la fois admirable et triste, et les enfants l'écoutaient en se disant, « Maman, peut-être va pas mourir. » Mais ils la voyaient bien, comme ils ne l'avaient jamais vue, dans une grande faiblesse. Et ils pouvaient être témoins de son désir et ne pas le confondre avec la réalité. Vous savez, le problème, c'est que on ne va pas assez dans notre imaginaire et dans notre capacité de désirer jusqu'au bout. Je désire aller au chalet cet été. Monsieur, on ne vous a pas dit que vous étiez dans les derniers jours. Mais si, mais vous n'allez quand même pas m'empêcher d'espérer, puis de désirer, puis de rêver. Quelle leçon des patients qui nous disent pas trop de vérité cruelle, embarquez aussi dans mon imaginaire, dans l'invisible, dans ce que j'espère encore. Espérer, ce n'est pas grave, ce n'est pas du déni. Espérer, c'est normal d'espérer jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Vous savez, en revenant encore au thème de nous comme individus dans notre communauté, il y a beaucoup qui a été écrit pour suggérer au gouvernement d'améliorer l'accès aux soins palliatifs. Mais à la lumière de la lenteur, la réponse, que pouvons-nous faire en tant qu'individus pour aider notre communauté dans ce domaine? Vous avez donné toutes sortes de suggestions comme pour les bénévoles en ce qui concerne le deuil tout à l'heure. En ce qui concerne les soins palliatifs, s'il vous plaît. Il faut écrire, il faut faire des articles, des lettres, il faut écrire un livre. Vous savez, moi, les livres m'ont transformé. Il faut démontrer, il faut dire, il faut se mettre en témoignage. Moi, j'ai la chance de faire partie, comme consultante, d'un organisme, un cimetière, où le directeur croit beaucoup, si vous voulez, en le soutien des personnes en deuil. Et c'est parce qu'il a mis ça sur pied qu'on est capable d'aider une centaine minimum de personnes en deuil par Internet, par le web, une fois par mois. Il faut inventer des façons de faire connaître. Alors, si on fait connaître le deuil le mieux possible avec des gens qui ont la générosité de témoigner, il faut faire connaître les soins palliatifs par les colloques, les écrits, comment dire, les efforts qu'on doit mettre de l'avant pour convaincre que tout peut se préparer d'ailleurs en oncologie et non pas attendre à la dernière minute. Il faut être visible. Il ne faut pas que penser que ça aurait été la meilleure idée. Il faut vraiment se mettre ensemble et faire un brainstorming et puis vraiment dire, parce qu'il y a un talent fou en chaque personne. Et quand on réunit 10 personnes ensemble, vous avez 10 potentiels pour mettre sur pied quelque chose, innover et convaincre nos institutions, convaincre le gouvernement. Vous avez vu comment beaucoup de gens ont fait ça de façon naturelle. Moi, j'ai en tête tellement d'images. Je pense à toutes ces personnes qui sortaient sur les balcons avec les chaudrons et pour dire merci, merci aux soignants. J'ai pensé aussi à tout ce monde qui faisait une aide d'honneur, des policiers, des ambulanciers, pour être debout et honorer les soignants qui entraient en poste pour aller dormir à l'hôpital non-stop. Je crois que ce sont des choses qu'on a mis sur pied. Il me semble qu'un gouvernement, il me semble que les instances, quand ils voient ce que les individus sont capables de créer,
n'allez pas croire que le gouvernement n'est pas inspiré par la force humaine, par tout ce qui se dit, s'invente, se crée, se propose, par par tous les appels téléphoniques que les chaînes de télévision ont mis sur place pour poser des questions directement, pour offrir leur aide. Quand on pense à tous les centres de bénévolat, chez nous, le centre du Grand Montréal, où on invite les êtres à faire des choses pour leur communauté. Par exemple, les nouveaux arrivants, à leur donner des cours de français. Je connais quelqu'un qui accueille par écran un nouvel arrivant et sans connaître la langue. Ils sont ensemble pendant 1 heure. Et puis, c'est un contact. Et puis, après ça, on parle français. On leur parle du Québec. On leur parle de la pandémie. On leur fait comprendre notre implication bénévole. Tant est possible. Ouais. Autant que d'êtres humains, autant que de potentiel. On pourrait en nommer jusqu'à demain. Que pouvons-nous dire comme individus pour atténuer la peur chez ceux qui sont à la fin de vie ou les familles? Qu'est-ce qu'on... Oui. Vous avez une expérience extraordinaire. Oui, j'ai réalisé des choses, je vais vous en dire des choses, mais j'ai réalisé que le je ne sais pas qu'on traîne à l'intérieur de nous quand on va à la rencontre d'une personne, c'est la plus belle posture qu'on peut avoir. Entrer dans une chambre ou au téléphone ou par caméra, tout à fait neuf, comme une nouvelle personne qui s'en va vers une autre. Écouter ses larmes, son récit, juste être là avec bienveillance et 1 ou 2 paroles. Bon, j'ai enseigné que la meilleure des interventions est celle qui monte en soi à la dernière minute parce que nous avons établi ensemble une vraie rencontre. Cette proximité humaine nous permet de trouver les mots, de mettre en mots l'affectivité qui est en train de se créer entre la personne qui s'apprête à partir et celle qui s'apprête à rester pour aller vers les autres. Donc, ce que je veux vous dire, c'est de se faire confiance en ayant lu beaucoup, en ayant pris des formations, en échangeant avec nos familles, nos amis, en prenant tout dans notre bagage, dans notre sac à dos, pour arriver tout frais, tout net vers l'autre qui est une personne unique et pas quelqu'un à qui on peut répéter ce qu'on a dit dans la chambre 14. Tout est neuf dans nos paroles, tout est constamment à renouveler. C'est pour ça que j'ai adoré mon métier. Une parole, c'est quelque chose que l'on crée comme l'artiste crée une toile. Une parole ne peut pas être préfabriquée. Elle doit exister au moment de la rencontre. Et parfois, je vous dirais que, je vais vous donner l'exemple d'un faux pas que j'ai fait. Faux pas, mais pas si grave. Mais mon Dieu, que j'ai appris grâce à la réponse. Je suis allée voir une dame que j'avais connue en oncologie. Et je suis allée la voir dans les dernières heures de sa vie, après l'avoir accompagnée pendant quelques mois. Alors, je pouvais me permettre un peu plus d'audace dans mon intervention. J'ai dit, Madame une telle, est-ce que la vie fait encore du sens à ce stade-là, là où vous êtes? Est-ce que vous y trouvez un sens? Elle s'est tournée carrément vers moi, sa tête. Elle a dit,
Mais voyons, Joanne, quelle question! Vous voyez, je respire. C'est ça, le sens de ma vie. J'ai été complètement bouleversée. Je lui ai répondu grâce à la qualité de cet instant-là entre nous. Je lui ai dit, est-ce que je peux respirer avec vous à votre rythme? Elle m'a dit oui, restez. Et je suis restée 10 minutes en silence, en respirant avec elle. On peut faire la même chose au téléphone. On peut rester en silence, mais un silence non pas lourd, mais enveloppant. Un silence qui protège sans être paternaliste ou trop maternel. Juste un silence mature où deux êtres se retrouvent à la gare. Un va prendre le train, l'autre va attendre que ce soit sur son horaire. On apprend tellement dans l'impuissance. J'ai appris à aimer l'impuissance. Le je ne sais pas. Le je vais découvrir. Le je vais apprendre. Et c'est pour ça, la seule chose que je n'aime pas de vieillir, c'est de penser que je vais quitter le monde, non pas comme Elisabeth Kubler-Ross le croyait, en ayant réglé la plupart des choses avant de partir. J'apprends à devoir quitter le monde avec tout ce que j'aurais aimé poursuivre. Il faut que je fasse le deuil du futur et non pas partir en disant « je peux partir, tout est prêt ». On n'est jamais si près que ça. On est juste capable de mourir. C'est quelque chose, être capable de mourir. Marie de Henzel aurait dit se laisser glisser dans la mort. Moi, je dirais ne pas trop lutter, respirer à fond et garder espoir, surtout ramasser tout l'amour qu'on a cultivé durant la vie, qu'on a reçu et donné. Vous savez, le bien mourir, ça se résume à une question. Suis-je satisfaite de ma vie? Suis-je reconnaissante de ma vie? Si je dis oui à cela, on devient capable de mourir. Si on dit « je n'ai fait que de mauvais choix », je regrette ma vie. Ça, c'est dur, mourir ainsi. Et ça fait peur parce qu'on n'a pas de temps de vivre autrement. Toutefois, dans le cœur de l'endeuillé, beaucoup de réparation ultérieure est possible. C'est pour ça que j'aime les suivis de deuil. On reprend les choses là où elles ont été cassées, là où la vie a été brisée, et on reconstruit ensemble avec l'endeuillé ce qui reste, ce lien qui ne meurt jamais. On le reconstruit dans la mémoire, dans le souvenir, dans la parole. Parler du défunt, c'est le rendre vivant. C'est à nous, après, d'en faire quelque chose de la mort de l'autre. Chaque individu parle. « Oh, Jean-Pierre aurait aimé ceci. Oh, Joanne aurait peut-être dit cela. Oh, Michel aurait certainement apprécié ce bon déjeuner. » On rend vivant celui qui n'est plus dans notre être et ça nous redonne double vitalité. C'est ma dernière question avant qu'on puisse laisser à notre audience de vous demander des questions. Comment puis-je avoir un petit pourcentage de courage que vous avez pour aider? Parce que c'est remarquable ce qu'on ressent lorsqu'on vous écoute. Hein? Oui. Ben écoutez, il ne faut pas oublier que j'ai bien failli mourir. Et que quand j'étais au sol en train de mourir, j'ai rassemblé dans mon cœur tous ces visages que j'aime tant.
quand on m'a sauvé la vie, je savais qu'il n'était pas possible pour moi de prendre une orientation de vie et professionnelle comme je l'avais connue. J'ai puisé mon courage à travers ceux et celles qui m'ont soigné. J'ai trouvé mon courage à travers ceux qui sont morts avant moi dans l'avion. J'ai trouvé le courage à travers les bénévoles qui sont venus chanter dans ma chambre pour me donner des antidouleurs naturelles. J'ai trouvé le courage à travers les écrivains, les livres. Malheureusement, avant le crash, je n'avais pas assez lu. En étant malade dans un lit pendant une année, au moins avant de pouvoir recommencer vraiment à marcher, j'ai lu. Et je n'aurais jamais cru que prendre un auteur dans mes bras suffisait à ne pas être seul. Et d'écouter ses paroles à travers son écriture me redonnait du courage. J'ai vu que d'autres avaient eu beaucoup plus de misère que moi dans la vie. J'ai compris qu'on était tous ensemble et qu'on a des joies et des peines et que ça fait tout un mélange en dedans de nous, mais qu'en se soudant les coudes, on fait quelque chose de beau avec tout cela. Ça m'a pris 5 ans à retrouver mon courage de vivre, de ne pas avoir honte de vivre alors que d'autres sont morts, de ne pas me sentir coupable de n'avoir pu sauver mon voisin à qui je tenais la main mais qui est mort dans ma main. Je me sentais très coupable. J'ai travaillé fort grâce à des psychiatres, psychologues, professeurs, amis, familles qui m'ont soigné. Quand vous êtes soigné, vous ne pouvez pas devenir un soignant et développer l'altruisme parce que vous êtes seulement dans la gratitude. Alors, pour votre propre courage, faites un peu comme ce que je vous ai dit. Ne sautez pas en bas d'un avion, mais mettez-vous à croire en ce que le patient vous reflète, vous dit. Ressentez ce que vous ressentez auprès de lui. Lisez, écrivez, partagez avec les amis, aimez très fort. Le courage, c'est tout cela. Puis, les enfants. Quand je vois des enfants, ça me donne un courage fou. Ça me donne le goût de vivre. Je me dis, ils sont dans l'émerveillement. N'oublie jamais de t'émerveiller. Ah, écoutez, je jugerais nos 45 minutes, ce n'est pas une conversation, c'est un témoignage que j'ai entendu moi ce matin. Combien j'ai appris et combien j'apprécie, et du fond du cœur, je vous remercie d'être avec nous parce que je sais que à la retraite, vous n'arrêtez pas 5 minutes, d'après ce que j'ai perçu. Une pré-retraite, c'est pire que le travail constant. Je ne sais pas quoi vous dire, sauf... Mais écoutez, pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que je vous ai fait confiance. Pourquoi je vous parle ici? C'est sûr qu'il y a des années d'expérience en moi. Mais la façon dont vous avez tous préparé cet entretien, votre équipe, Michel, Gina, je recevais encore ce matin des courriels pour me dire « on est là, regardez comment ça va se passer ». Vous savez, quand on prend quelqu'un par la main, même symboliquement, pour nous dire « viens avec nous, ça ne sera pas compliqué, on va tout arranger, la technologie ». Mais c'est ça, c'est aider les uns les autres. Alors, vous avez contribué à mon désir de vous parler avec mon cœur, mon expérience et surtout avec tout ce que mes patients m'ont confié. J'espère du fond du cœur qu'on va se rencontrer de nouveau. Bon, je l'espère aussi. Hein? Michel, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Je dois vous dire que c'est bien la
première fois que je pleure pendant un webinaire. Madame Montigny, je suis vraiment restée suspendue à vos lèvres. Grand merci d'avoir partagé vos connaissances, vos expériences et votre expertise avec nous. Et je remercie également mon collègue Jean-Pierre Soubière d'avoir accepté de participer à titre d'intervieweur. Je suis certaine que maintenant, nous comprenons sûrement beaucoup mieux les sujets dont vous avez conversé, des sujets parfois difficiles à aborder, soit en raison de notre manque d'information ou d'expérience, ou de la délicatesse du sujet. Et je peux vous dire qu'à Compassion Ottawa, nous sommes très reconnaissants de la très généreuse collaboration de Madame de Montigny pour nous aider à sensibiliser et informer les membres de notre communauté sur des questions de fin de vie. J'ai l'impression que c'est un webinaire qui va circuler largement dans la communauté. Donc, je remercie également tous nos invités et participants en ligne de leur intérêt. Nous souhaitons que la conversation vous a plu et que vous nous quittez avec la tête pleine d'émotions et d'informations utiles. Notre webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de Compassion Ottawa d'ici quelques jours pour ceux et celles qui ne pouvaient se joindre à nous aujourd'hui et ceux et celles avec qui vous voulez partager. Et dans un courriel de suivi, nous allons vous fournir un lien et nous vous encourageons à en informer vos amis, vos connaissances et à les inviter à écouter le webinaire. Je vous signale pour terminer que Compassion Ottawa accepte maintenant les dons. Et comme vous le savez, nous sommes un organisme sans but lucratif où ce sont les bénévoles qui font le travail avec l'appui de 2 précieux employés. Il y a différentes façons de donner et notre courriel de suivi va comprendre un lien. Et donc, au revoir et merci. Jean-Pierre, est-ce qu'on a, je ne sais pas si on a assez de temps pour les questions. Est-ce que tu vois les questions là à l'écran? Je pense que Jenna allait prendre sa main là. Oui, il y a des questions en fait. Oui, on a quelques questions ici. Oui, je l'ai posé. Le premier, c'est il me semble que la pandémie offre une opportunité et confie à toutes sortes d'organismes la responsabilité d'éduquer, de sensibiliser les gens, les communautés au deuil et comment nous pouvons appuyer les gens en deuil autour de nous. Comme l'exemple de ce petit garçon, des recommandations sur comment nos organismes peuvent jouer ce rôle, s'il vous plaît. Oui, c'est une question ou un commentaire? En fait, c'est une question, hein? Comment jouer ce rôle dans Oui, les des recommandations, oui. Oui, bien comme je le disais à Jean-Pierre, il faut se regrouper, se mettre ensemble ou bien être seul, mais penser, inventer et dire, regardez quand j'ai donné cet exemple que la dame ou que la personne qui pose la question relève, le petit garçon de 8 ans, le jeune homme, avec sa mère, eh bien, ils ont inventé une façon de traverser le deuil en temps de pandémie. Donc, c'est difficile pour moi de tout inventer dans une seule conversation, mais il faut s'asseoir ensemble et puis envoyer des lettres à nos responsables. Je le disais tantôt, je crois que le gouvernement n'a jamais été aussi à l'affût des besoins des citoyens. Ils ont aidé financièrement, mais c'est rendu autour de la psychologie. Et j'ai l'impression que si on pense pour les psychologues, l'ordre des psychologues, ils se sont beaucoup manifestés pour essayer d'aider par exemple les êtres, essayer de leur donner du soutien, des services, un numéro d'appel, l'urgence. Alors, il y a tant de choses. Moi, ce que j'apprécie de la pandémie, il faut bien essayer de voir les côtés positifs, c'est vraiment de faire confiance en chacun pour créer quelque chose. Et je trouvais qu'on était rendu à un monde où on cherchait davantage à être pas mal tous pareils.
à être sur la même page, à suivre les mêmes consignes. On était en train de s'éteindre d'une certaine façon dans le pareil. Et je pense que la pandémie nous oblige à être uniques et à être aussi justement compatissants et à être aussi inventifs dans une communauté, dans nos communautés. Alors, il va falloir un petit peu faire comme autrefois, mais moi, à l'université, j'ai enseigné ce petit bout que je vais vous dire, au risque de perdre ma tâche, ma charge de cours. Je leur ai dit, c'est pas tellement difficile ce que j'aimerais vous adresser ce matin. N'oubliez jamais qu'un bol de soupe, un appel téléphonique, un email, une lettre, une carte, un sourire, c'est plus fort que ce que vous ne croyez quand on souffre. Et souvent, l'endeuillé, quand il reçoit à sa porte, et j'en ai eu des personnes pendant la pandémie qui m'ont dit, je ne sais même pas qui est venu me porter quelque chose à ma porte ce matin, mais ça m'a sorti d'une souffrance incroyable. Alors, il fallait bien l'inventer, ça, aller porter un gâteau ou je ne sais quoi sur le balcon, puisqu'on ne peut pas être en contact avec la personne quand elle va chercher son courrier, elle trouve un gâteau. Vous savez, je pourrais vous en dire jusqu'à demain de tout cela. Alors, n'oubliez pas d'inventer, de faire confiance à votre talent. Merci, Joanne. On a d'autres questions aussi. Pouvez-vous expliquer davantage apprendre dans la impuissance? Dans l'impuissance. Oui, l'impuissance. C'est puissant, l'impuissance. En fait, dans l'impuissance, surtout en soins palliatifs et en deuil, hein, on va le contextualiser. Le mot impuissance, il faut le contextualiser. Cette impuissance, elle est bonne parce qu'elle nous rend tous pareils. Si j'entre dans une chambre et malgré que j'ai une formation en psychologie, malgré que j'ai failli mourir, malgré que j'ai lu plein de livres sur le deuil et le mourir, malgré que j'en ai écrit 4, je me sens impuissante, même timide d'entrer dans la chambre. J'entre chez quelqu'un. Quelle intimité à la fin de la vie. C'est beaucoup d'intimité. Alors, sincèrement, tantôt, je disais à Jean-Pierre, il faut mettre notre petite jaquette bleue. Dans ma tête, j'enfile ma jaquette bleue, moi aussi. Et je m'assois ou je m'installe pas loin de la personne qui est couchée en pyjama ou en jaquette bleue. Et je veux être dans mon cœur une humaine qui va aussi emprunter ce chemin. Elle me montre mon propre chemin, cette personne. Elle me dit que je vais mourir moi aussi. Et je ne peux pas la ramener à la vie dans le sens connu du terme, mais je peux contribuer à semer avant son départ un lien qu'elle partira peut-être moins affolée devant la mort, je ne sais pas, mais un lien d'apaisement. Je dois lui offrir ma présence et je dois bonifier continuellement l'art d'être à l'écoute et présente à l'autre. C'est tout ce que je peux offrir, présence et écoute. L'intervention déjà commence là. On a peu de mots, peu de paroles. C'est pour ça qu'on se sent impuissant. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire, mais il y a beaucoup à être. Et l'impuissance, je crois, nous interpelle parce que même moi, comme psychologue, je l'ai dit à quelques personnes en deuil. Ce matin, j'aimerais mieux être magicienne que psychologue. Savez-vous pourquoi? Je ramènerai votre fils. Parce que vous venez me voir et malgré toutes les paroles que vous allez me confier, vous et moi, nous le savons, que je ne serai pas capable, et vous non plus, de ramener la personne que vous aimiez tant. Par contre, dans cette impuissance, on va créer et on va essayer de le ramener. Alors, je le dis sincèrement à la personne en deuil. Vous allez me présenter
votre enfant, que je n'aurais jamais connu si vous n'étiez pas venu me voir. Non seulement je vous rencontre pour de vrai, mais vous allez me présenter qui était votre fils. Et j'aime rencontrer les défunts à travers la parole de l'endeuillé. Et ça me donne un sentiment, pas de puissance, mais de lien profond avec un être humain et même avec les défunts, parce que je continue d'être inspirée par ceux qui ne sont plus. Ceux qui ne sont plus m'inspirent à tous les jours. Et combien de gens me parlent de leur grand-mère, de leur grand-père, de leur père, de leur mère décédés, mais qui continuent à les rendre vivants dans leurs projets. Oh, comme papa aurait été fier aujourd'hui. Oh, comme grand-papa m'a montré à construire un chalet. Je le bénis. Les mourants sont toujours présents à notre esprit et les morts. Oui, c'est l'impuissance. Il faut tolérer ce sentiment, je dirais en terminant pour cette question. Il faut tolérer, il faut être capable de le porter, simplement. Il ne faut pas essayer d'arriver avec le mot magique, la recette miracle. On ne le sait pas. La meilleure intervention est celle qu'on n'a pas vue venir. Jenna, je pense qu'il nous reste une question. Il y avait 2 commentaires. Donc, on pourrait passer à cette dernière question-là. Dernière question. Pouvez-vous nous partager les moments les plus difficiles vécus dans vos rencontres avec les personnes en fin de vie? Merci. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des beaux moments, beaucoup de beaux moments. Nous en avons écrit dans ce livre, Ce vivre de la vie qui jamais ne meurt. Mais je vais parler d'une situation qui m'a quand même marquée, où justement ça va faire le lien avec l'impuissance. Je me souviens du médecin qui me dit, il y a une maman avec sa belle-fille qui est dans la détresse, dans le petit salon en avant. J'ai essayé de les consoler et de leur expliquer à quoi s'attendre pour ce qui était le mari de l'une et le fils de l'autre, un homme de 30 ans, avec un petit enfant, je crois. Et il allait mourir dans les prochaines heures d'une tumeur au cerveau. Et la médecin m'a dit, c'est tellement triste, irais-tu les rencontrer? J'ai dit oui. Je me suis rendue dans une petite pièce où les deux étaient dans les bras l'une de l'autre. Et je suis rentrée, puis j'étais mal à l'aise, totalement impuissante. Et puis, je dirais impressionnée par les sanglots. Et j'ai dit, bonjour, je suis là, je suis Joanne de Montigny, est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Pas de réponse. J'ai dit, est-ce que je m'en vais ou est-ce que je reste? Totalement le sentiment d'incompétence et d'impuissance. J'attends 2 minutes, ça n'arrête pas de pleurer. Je répète, je suis Joanne de Montigny, je suis psychologue, je travaille avec Dr. Untel. On m'a demandé de venir vous écouter, de venir passer du temps avec vous. Est-ce que vous m'accueillez dans cette petite pièce avec vous? Pas de réponse. Alors, je viens pour partir, puis la maman de ce fils mourant lève sa tête vers moi et je vois son nez saigner comme on ne peut pas imaginer. Elle saignait du nez incroyable. Ça m'a fait peur. Je suis sortie, je suis allée voir l'infirmière et j'ai dit, la dame avec qui j'essayais de parler, elle saigne abondamment du nez. Elle dit, ne t'en fais pas, on va y aller. Alors, nécessairement, quand on travaille en équipe, on s'entraide. Elle est venue, puis elle a soigné cette dame. Et je leur ai dit à toutes les deux, demain matin, je vais aller vous voir en revenant, parce que c'était le soir. Donc, ma présence n'était pas utile à ce moment-là, et je l'ai bien saisi. Il faut savoir se retirer. Le lendemain, je suis allée dans la chambre, je n'avais pas beaucoup plus d'accueil. Et tout d'un coup, le fils qui était assis dans la chaise est mort. Il est mort en silence.
devant la mère, devant son épouse et devant moi. Et quand l'épouse a dit à la belle-maman, je crois qu'il est mort, la belle-maman a paniqué, donc la mère du fils, et elle est allée vers lui, elle l'a secoué pour qu'il se réveille. Je ne savais plus quoi faire. J'étais impuissante, le summum de l'impuissance. J'essayais de parler, mes mots n'avaient pas de poids. J'ai vu l'infirmière-chef arriver par hasard, à ce moment précis. Elle a vu la détresse de cette mère. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a passé directement devant nous en réalisant que le patient était peut-être mort. Et elle a pris cette dame dans ses bras. Et la crise s'est apaisée. Voyez-vous, ne m'était pas venu à l'idée d'aller la prendre dans mes bras. Ça ne nous vient pas toujours, hein, les bonnes choses à faire. Mais grâce à elle, la crise s'est apaisée. Et après, j'ai pu prendre une relève. Mais voyez-vous comme on a besoin d'aide et d'entraide pour venir à bout parfois, d'essuyer les larmes de l'autre et aussi d'apaiser son chagrin le mieux possible et même, je dirais, de pleurer avec elle parce qu'elle a dit au médecin, « Madame, docteur, si vous avez eu un enfant, vous allez le ramener au monde. » Voyez la détresse? Si vous êtes vraiment un médecin, ressuscitez-le. On est au summum de la détresse. Voici ce que j'ai trouvé, madame ou monsieur qui m'a posé la question, le plus difficile en 30 ans. J'ai l'impression qu'on pourrait y aller avec, en fait, pour vous écouter, je crois que ce serait unanime qu'on aimerait vous écouter et vous écouter et vous écouter. Je ne me souviens pas si c'est moi qui est supposé de faire le dernier remerciement là, parce que l'émotion que vous avez causée. Peut-être que c'est Michel. Mais on va savoir que c'est mieux d'attendre après les questions pour faire les remerciements. Quand on aura, je l'espère, une autre conversation. Voilà, salut. Merci, Madame de Montigny. Oui, merci. Vraiment, là, vous avez été extraordinaire. Mais vous savez, je vous dis merci à vous aussi. Merci aux personnes qui se sont jointes à nous. Et puis, je dirais, continuez en dedans de vous cette conférence. Moi, je vais être habitée par vous que je n'ai pas vu, puis par toutes les personnes qui m'ont invité et que j'ai le bonheur de voir. Et puis, on va continuer en dedans de nous. On va prolonger cette journée ensemble. Ça va nous rester et puis ça va nous transformer, vous et moi, parce que par l'écoute que vous m'avez offerte, bien moi, j'avance et par les paroles que je vous ai données, peut-être aussi, allez-vous faire un petit bout de chemin. On est tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. On va sûrement avoir matière à réflexion pour, non seulement aujourd'hui, mais pour assez longtemps, je pense, sur tout ce que vous nous avez confié. Grand merci. Et on va construire ensemble. Moi, je vais me fermer, mais je veux vous lire un message que quelqu'un vient d'écrire. C'est très simple, mais c'est... Merci beaucoup, Joanne, de votre partage. Vous êtes un monument, une perle. Eh bien, voyez, ça fait chaud au cœur, mais quand la personne trouve ça, c'est parce que ça touche du vrai en elle. C'est quelque chose qu'elle porte. Merci. Justement. Alors. Et au revoir. Au revoir, merci. J'espère. Et soyons ensemble ce collier de perles. À bientôt. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.